Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Stéphane Winkel. Tout le monde le connaît dans l'écosystème, je vais prendre le temps de le représenter. Mais avant, Stéphane, comment vas-tu? Bah, super, et toi Jean, tout va bien? Super bien, très content d'avoir sur le podcast. On sait, voilà, on sait que tu es très demandé, tu as une énorme communauté, c'est difficile de pouvoir échanger ensemble, mais on est très content de t'avoir sur le podcast et que tu prennes un petit peu de temps pour les auditeurs, pour expliquer qui tu es, ce que tu fais. Alors, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu es consultant en crypto, investisseur, serial entrepreneur, coach, conférencier. La liste est longue. Tu es aussi un gros vulgarisateur, donc tu es présent sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, où tu donnes énormément de force à l'écosystème Web3 par ta vulgarisation et le contenu que tu proposes. Tu es également fondateur de la communauté Les Cryptos, communauté crypto Stéphane Winkel. C'est vraiment incroyable. Tu vas nous expliquer tout ce que tu fais et tout ton parcours. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Stéphane? Est-ce que tu es arrivé directement dans l'écosystème Web3? Est-ce que tu as fait d'autres choses avant et d'un coup tu t'es intéressé à l'écosystème? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quelques mots qui est Stéphane? Oui, ben voilà, moi, pour, un peu mieux me connaître, ça fait, en plus de 20 ans que je suis, entrepreneur. Donc, voilà, j'ai commencé Waouh! ma carrière, on va dire, en faisant de l'entrepreneuriat, en lançant des boîtes, en essayant de toujours de voir comment fonctionnent les systèmes, trouver des failles, comment, se faire de l'argent au début, voilà, enfin, comme un peu tout le monde qui se lance, on aime bien essayer de devenir libre financièrement, géographiquement. C'était un peu mon objectif, de vie, très jeune. Et c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que j'entreprends. Et donc, j'ai Oh, commencé par créer des boîtes sur le web. Donc, j'étais vraiment dans tout ce qui était référencement Internet. On plaçait nos sites premiers sur Google. On en avait des dizaines, puis des centaines. On avait avec un groupe de potes. Et puis, on faisait des comparateurs de produits sur les sites qui étaient premiers. Et puis, on était comment dire, payé via l'affiliation. Donc, c'était tout un système SEO, être premier dans Google, ensuite être payé par l'affiliation. Donc, on faisait des machines en fait automatiques à faire de ouais. l'argent. On dormait, on gagnait de l'argent, on partait en vacances, on gagnait de l'argent. Et c'était assez gai. C'est comme ça que j'ai commencé un peu ma carrière, avec pas mal d'échecs. J'ai testé des trucs, et puis on a un succès, on est content. C'est ça les entrepreneurs. Bravo. Et puis effectivement, après, après 6-7 ans, je suis arrivé en 2011 dans les crypto-monnaies, un des tout premiers, en ayant acheté mon premier Bitcoin, on entend beaucoup parler, à 1,66 € en 2011. Voilà, donc il y a très Incroyable. peu de gens qui ont pu avoir cette chance, et encore moins dans le marché francophone, français, belge. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon histoire, c'est entreprendre. Je continue à avoir des boîtes, à faire des projets. Je fais évidemment je passe pas mal de temps dans la crypto-monnaie, dans le Web3. Et voilà, j'ai développé tout un écosystème avec une chaîne YouTube. Je coach des gens, j'aide, j'accompagne. Voilà, je fais pas mal de contenu gratuit, évidemment, des événements aussi que j'organise. Donc voilà, je suis quelqu'un qui adore faire des choses. Bravo Stéphane pour tout ce que tu fais, c'est quand même assez incroyable. Tu as dit, tu as plusieurs entreprises, ça fait un petit moment que tu es là-dedans. Moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta première boîte? Est-ce que voilà, tu voulais apporter de la valeur aux gens, tu voulais avoir peut-être plus de temps, tu voulais pas avoir un patron? Les gens, ils ont différentes versions par rapport à ça. Quelle était toi ta vision et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à devenir entrepreneur? Oui, bah, c'est comme je le disais, moi j'ai toujours voulu être libre de mes choix, de mes Ouais, journées, vraiment de ma vie. Et j'ai bien compris que dans une société, quand tu suis le train de la société, c'est vraiment pour cocher une case. Et on te place dans des études, puis on te place dans un boulot, et puis finalement tu suis les choses. Et c'est vraiment, ça me correspond pas du tout. Moi, j'ai besoin de travailler à fond en étant passionné. Et il y a rien de plus passionnant que de travailler pour ce qu'on aime, ce qu'on veut faire nous-mêmes. Et puis, j'ai besoin de vous voir souffler, d'être récompensé. Donc, partir en voyage, avoir des vacances quand je veux. Des fois, je dis, bon, je pars une semaine, j'y vais, quoi. Et donc, c'est vraiment cette qualité de la vie, déjà d'avoir un boulot passionnant, et en deux, avoir la possibilité de ne pas travailler si on veut pas travailler, de partir en vacances si on veut partir en vacances. Ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours liberté, quoi. poussé à être le propre patron. Et puis, évidemment, l'argent, clairement, quand on fait du business, on peut gagner beaucoup mieux sa vie que quand on est employé, où ça va toujours être très stable. Évidemment, on prend des risques, c'est des fois plus fatigant et épuisant, mais voilà, on peut vraiment être récompensé et aller dans une autre level. Donc oui, j'ai toujours été motivé par ce style de vie plutôt que le style d'employé où la vie est un peu monotone, ce que je ne supporte pas en fait.
Ouais, puis je pense que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques aussi et d'aller voir au-delà de la liberté, voir de nouvelles choses et c'est comme ça que tu as réussi à acheter, bah, ton premier bitcoin à 1,66 €. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire? Parce que pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui vont tomber de leur chaise. Oui, le bitcoin a été à ce prix-là et il y a des gens qui ont réussi à saisir cette opportunité. Bravo vraiment à toi Stéphane. Qu'est-ce qui t'a attiré du coup dans l'écosystème crypto à ce moment-là? Et qu'est-ce qui t'a fait, bah, vraiment faire ce 1er achat en bitcoin? Enfin, de bitcoin? Ben voilà, donc nous, on était quand même un peu avant-gardistes. Quand je dis nous, c'est parce qu'on était un petit groupe de potes. On faisait du business ensemble et tout ça. Et effectivement, on était justement dans les meilleurs référenceurs français à l'époque parce qu'on lisait des forums américains, comment on référence, comment on a des backlinks. Donc, on était vraiment à la pointe de plein de choses dans ce système-là. L'affiliation, les revenus Oh, par affiliation, comment faire des machines à gagner de l'argent en automatique. Tout ça, on était vraiment en avance. Et effectivement, le fait d'être dans de l'information continue de gens qui veulent être libres, de gens qui font des petits trucs, tout ça, eh ben, on apprend pas mal de choses. Et on est rentré aussi dans le monde du poker en ligne, qui était vraiment à la mode aussi ah oui. à l'époque. Patrick Bruel, en France, beaucoup aussi. Beaucoup de gens jouent au poker en ligne, en tout cas de ma génération. Et mon ami, il était vraiment un des plus grands joueurs de poker en ligne sur les plateformes. Il jouait dans les grosses tables à 2000 dollars, etc. Donc, il gagnait vraiment bien sa vie avec ça. Et vu qu'on faisait avec lui du business de l'affiliation poker, justement, on avait les sites premiers sur poker en ligne, poker gratuit, etc., sur Google. Eh bien, on était dans ce système-là, on a plein d'infos et il a reçu des paiements de certaines plateformes qui étaient aussi à la pointe en Bitcoin. Donc, il a eu une plateforme qui un jour qui a payé en Bitcoin, on avait le choix, il s'est amusé, il a coché Bitcoin. Et donc, il a reçu des Bitcoins et en fait, ces Bitcoins ont doublé ou triplé très rapidement. Et c'est là on s'est dit, mais c'est quoi cette monnaie Oui. virtuelle là, qui est mise sur cette plateforme. Voilà, et puis du coup, on est tombé sur le white paper, il y avait que le Bitcoin à l'époque. On a vu tout ce système décentralisé qui fonctionnait avec le peer-to-peer. Il faut savoir qu'à l'époque, on Wow. échangeait beaucoup de films avec les torrents, et donc le peer-to-peer, c'était révolutionnaire pour nous. Voilà, on prenait tous les. Maintenant, enfin, tout a un peu évolué, automatisé, etc. Mais voilà, on prenait vraiment tous les films comme ça, gratuitement, en s'échangeant. Et ben, le Bitcoin, c'était la même chose. C'était un réseau qui vérifiait les transactions. Et on a trouvé ça assez incroyable. Et moi, donc, du coup, j'ai mis, dès qu'il a reçu son paiement quelques mois après, j'ai mis 2 000 € sur la table pour acheter des Ah bitcoins. oui. Et en fait, ils ont triplé en. Donc, j'ai eu 6 000 € avec ce nombre de bitcoins en 3 mois. Et là, j'ai remis 10 000 €, j'en ai eu 3 200. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, là, je suis parti pour une aventure de malade, mais avec aussi pas mal d'embûches durant tout ce temps, en fait. Bah, j'imagine parce qu'être très early comme ça sur le bitcoin, il y en a, bah, peu, voire moi personnellement, tu es le premier que j'entends dire être autant early, que ça. Donc effectivement, il devait y avoir pas mal d'embûches à l'époque. C'était pas forcément super facile de retirer ses fonds, de les stocker. Voilà, après il y a eu aussi énormément de plateformes qu'on plantait à l'époque, quand tu pouvais les stocker. C'est vraiment toute une histoire qu'il y a derrière. Et toi, quelle était ta première vision par rapport à ça, quand tu as vu cette monnaie virtuelle? Tu t'es dit: «Tiens, c'est cool, ça peut être une monnaie du futur», ou directement tu t'es dit: «Tiens, ça peut être, une valeur refuge et prendre un petit peu de valeur». Quelle a été ta première impression? Elle a sûrement changé depuis, mais ou pas. Quelle était ta première version par rapport à ça? Oui, ma première impression, c'était que ça pouvait être une monnaie, en tout cas, du web. Donc, voilà, OK. on voyait que le web évoluait. Il commençait à devenir décentralisé via le peer-to-peer, l'échange de films et de données, etc. Et je me suis dit, bon, ben voilà, la monnaie peut être aussi décentralisée. Elle peut être adoptée par, en tout cas, la communauté web. Au début, c'est un peu le plus geek, etc. Mais après, ça peut être à plus grande échelle, hein, comme c'était partout. Même Internet, à la base, il y avait très peu de gens qui l'avaient. Et puis, dans les foyers, c'était partout. Donc voilà, donc ma vision c'était la monnaie de paiement en ligne. En fait, voilà, après ça, plein de choses ont évolué, hein, mais Bien sûr. c'était ça. Et donc je me suis dit, bon, c'est en tout cas une belle alternative. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va se faire hacker? Est-ce que le système va planter? Ça, je ne le savais pas. C'était ma grande crainte, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prédisaient la fin du Bitcoin, que ça allait pas tenir, que ça. Mais en Ouais. fait, ça n'est jamais arrivé. Et plus on s'y intéresse, plus le temps passe, plus ça devient sûr. Et plus il y a d'ordinateurs connectés, plus on remarque que le temps, il continue à se dérouler, c'est plus résistant que tout. Après, j'étais rassuré, mais plus on est rassuré, moins on fait de gain quelque part, parce que le gros gain du départ, ça se fait parce qu'on a beaucoup de risques. Et donc voilà, ma vision, c'était vraiment, ça pouvait effectivement devenir une monnaie du web. Maintenant, penser que ça allait monter aussi haut, non, quand même pas. Quand je l'ai eu à 1,66 €, pas quand même pas.
Ouais, non, bah, c'est sûr, je pense que c'est difficile. En plus, là, on vient de taper encore, la barre des 70 000. C'est quand même assez impressionnant qu'on voit la différence et l'évolution. Et qu'est-ce qui t'a donné envie et quelle était ta vision derrière la création de crypto.net? Comment ce média, il a influencé pour toi, voilà, ta vie au fil de la création jusqu'à maintenant? Alors, ouais, Cryptos.net, c'est un des premiers médias qui est du web, web 3 en fait, hein, des crypto-monnaies, et cetera, qu'on a créé aussi, il y a longtemps. Ici, c'est Incroyable, parce que, bah, là, bravo, hein. on a bien vu que ouais, on a bien vu que les gens avaient besoin d'informations, surtout dans le monde francophone, ils comprenaient pas trop, il fallait des gens qui soient qui étaient là depuis un petit Qui temps vulgarise. pour leur expliquer. Et donc voilà, on avait plein de business, on avait des journalistes qui écrivaient des trucs pour nos sites justement de comparateurs, et cetera. Donc on a fait on a mis on a fait des articles nous-mêmes, on en a délégué aussi à des gens qui s'y connaissaient un petit peu. Et donc on a fait un média qui était un des premiers, et que ça a bien fonctionné. On était avant-gardiste. Et voilà, on se voulait vraiment à l'avance là-dessus. Et puis on a commencé à tourner des vidéos, donc c'était mes premières vidéos qui ont eu lieu sur le média cryptos.net. Malheureusement, c'est un média avec plusieurs potes, et on a chacun fait des autres business, et finalement Ouais. ce projet est un peu tombé à l'eau malheureusement, mais ça nous a lancé un peu pour montrer qu'on savait faire du contenu, on savait faire des vidéos. Et moi plus tard j'ai repris tout seul une chaîne vidéo qui est donc Stéphane Winkel, qui est mon nom, pour continuer ce travail d'éduquer les gens, vulgariser, etc., l'info. Mais là je l'ai recommencé pas mal plus tard parce que voilà, comme je te disais, j'ai d'autres choses, d'autres business aussi Ah sur le oui. feu. Mais voilà, donc pour expliquer un peu la naissance de ce média. Ah, c'est fou ça, parce que tu as vraiment, vraiment dès le départ dit: «OK, faut qu'on vulgarise, faut qu'on puisse expliquer un petit peu mieux c'est quoi cet écosystème». Tu étais vraiment le premier peut-être à l'époque à le faire, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que déjà il y a la plupart des gens osaient même pas investir dedans, donc encore plus en parler, ça devrait être vraiment, vraiment très, très early, donc vraiment bravo à toi pour ça. Qu'est-ce qui a été pour toi, l'élément déclencheur de développer tous ces business à plusieurs? Donc tu disais, que ça soit cryptos.net ou même tes premiers investissements dans l'écosystème. Est-ce que c'est le fait d'être en communauté qui t'a rassuré à dire on y va à plusieurs, ou est-ce que c'est tout simplement toi qui t'es dit ok, dans tous les cas, il faut quand même prendre ces risques, il faut quand même y aller, qu'on soit à plusieurs ou seul, j'y serais quand même allé. Et est-ce que du coup, le fait d'y aller à plusieurs, c'était quelque chose pour toi de plus rassurant? Alors, il faut savoir que l'information, en tout cas, elle se fait à plusieurs parce on se partage Ouais, l'information, on brainstorm. C'est hyper puissant de partager les choses parce que ben, on va plus loin avec plusieurs cerveaux. Donc ça, on l'avait compris. Après, la proportion de risque est différente d'une personne à l'autre. Et moi, c'est vrai que prendre des risques, c'est pas un problème pour moi. Et donc, c'est vrai que quand on a découvert cela, ben, directement, ben, le premier, Joachim, qui a été payé sur le site de poker, donc qui avait des bitcoins avant moi, quelques semaines avant moi, n'a pas osé investir comme je l'ai fait, mettre 2000, ah puis ouais, 10 000 et puis encore plus après. Et donc, évidemment, la différence est créée aussi. Donc, l'information, elle se fait en global. La prise de risque et les sommes mises, ben oui, ça, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que ça rassurait de partager les infos. Et plus moi je partageais, plus je disais, plus on en discutait, plus on était quand même sûr sur ce coup-là. Et donc, voilà. Donc, moi, je conseille toujours aux gens de partager des passions, de pouvoir échanger sur les informations, de se créer un groupe de valeurs. Et puis après, les décisions, tu les prends, en tout cas pour les investissements, seul, même si on a quand même miné des bitcoins en groupe. On a décidé d'acheter les bravo. machines ensemble. Donc ça, on l'a fait ensemble, mais pas les achats. Waouh, bravo. Bravo, mais en tout cas, on voit quand même que ta résilience et ton propre prise de risque et que tu as vraiment décidé de faire quelque chose incroyable. Comment est né aussi derrière le personnage de Crypto King, et quel impact il a eu justement sur ta présence en ligne? Alors, évidemment, comme je l'expliquais, pourquoi on a été avant-gardiste, pourquoi on a voulu vulgariser pour tout le monde, et cetera. Parce que la vérité, c'est que tout le temps, mais tout le temps, parce que de 2011 à maintenant, hein, Bah oui. j'ai eu des gens qui sont venus chez moi me poser les mêmes questions en disant: «Mais comment j'achète du bitcoin? Comment tu fais? Comment tu sécurises? Comment?» C'était tout le temps les mêmes questions, et j'ai perdu des temps de dingue parce que j'étais passionné, je trouvais que c'était chouette de voir la famille, les amis proches qui voulaient investir, donc je le faisais vraiment gratuitement, mais je prenais du temps pour eux. Mais à un moment, je me suis dit: «Bon, ça devient de plus en plus, il y a plus en plus de masses qui s'intéressent à ça», et là, je voyais bien que mon temps, ben, il n'était pas illimité et que je voulais bien rendre service au début, mais qu'il fallait arrêter.
Et donc, j'ai tourné des vidéos, des tutos pour eux, que j'ai envoyé le lien. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'est que, on s'est dit, mais en fait, ces tutos, autant les mettre en ligne, autant faire des médias, faire du écrit. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le média cryptos.net. Et le personnage que j'avais sur ce média vidéo était Crypto King. C'était mon premier personnage que j'ai fait. On a fait des vidéos, on s'est intéressé, on était visiter des villes et on a essayé de payer en Bitcoin. On était à Londres, Paris, on a été sortir de l'argent via les ATM là, qui étaient les premiers qu'on voyait sur notre chemin. Donc, on a testé plein de choses avant tout le monde. Et c'est venu du fait que les gens s'intéressaient et qu'on en avait marre de répéter la même chose. Donc, on faisait du gratuit. Vraiment pour les gens. Et puis après, quand on crée une communauté, finalement, le gratuit peut se monétiser aussi. Donc, ça peut faire partie d'un business, ce qui m'est arrivé d'ailleurs récemment. Et donc, voilà. Donc, c'est ça un peu l'histoire de ma vie avec les crypto-monnaies et cette vulgarisation. Et donc, du coup, c'est ça qui t'a motivé ou qui a fait l'élément déclencheur que tu deviennes tout simplement un coach en web marketing, en crypto-monnaie et c'est ça qui t'a permis de te lancer parce que tu as vu qu'il y avait un réel besoin, les gens venaient te voir et il y avait effectivement beaucoup de enfin très peu de vulgarisateurs, mais beaucoup de demandes et donc du coup, toi, tu as réussi à arriver dans cet écosystème à l'expliquer. Qu'est-ce qui a été pour toi une aide, enfin qu'est-ce qui a été la plus grosse aide que tu as pu apporter au fur et à mesure avec les gens dans ce domaine? Est-ce que c'est leur donner la facilité à comprendre? Est-ce que c'était leur donner la facilité à acquérir? Qu'est-ce qui a été pour toi le plus gros travail pendant cette période-là? Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est que la masse arrive de plus en plus nombreuse avec les années et que donc effectivement, il faut des guides, il faut des gens qui étaient là avant eux, qui ont fait les erreurs parce qu'on en a fait plein avant eux, qui ont eu des hackings, qui ont eu plein de problèmes pour en témoigner. Puis expliquer aussi, évidemment, les choses de base, comment on achète, comment on sécurise. Et le monde des crypto-monnaies, c'est un monde où on est un peu laissé à soi-même. On n'a pas des Ouais. assurances ou des accompagnateurs qui nous aident à faire les choses comme à une banque. On dépose, la banque gère tout. Si ça se perd, il y a des assurances derrière. Non, là, on a les clés privées dans sa main. Si on la perd, c'est perdu. Et donc, c'est encore beaucoup plus stressant. Et il faut encore être beaucoup plus formé que dans un monde où on a assisté. Et donc, effectivement, tout ça a été très important. La formation de base, en tout cas, de savoir acheter et sécuriser ces crypto-monnaies à la base, c'était ça, à mon avis, le travail initial, parce qu'il faut que la masse adopte. Après, il y a plein de choses que j'ai délivrées d'ailleurs dans mes centaines de tutos sur le web, sur YouTube, à apprendre. Mais en tout cas, c'est clair que c'est les vidéos basiques de sécurité et comment on fait pour acheter, et puis surtout les émotions durant ces montées, ces descentes du marché, parce que quand ça descend, tout le monde revend et on a peur de tout perdre et c'est une très mauvaise réaction, mais que j'ai connue moi-même et que mes amis ont connue. Donc voilà, je témoigne de jamais revendre quand tout s'écroule, que ça va repartir et c'est toujours été le cas. Donc voilà, il y a aussi les émotions qui sont à gérer, qui sont très importantes dans ce marché. OK, merci pour ton analyse et vraiment ta façon d'expliquer les choses de manière très simple. Grâce à ta façon de vulgariser, tu as développé, comme tu le disais avant, une chaîne YouTube. Bravo à toi, tu as plus de 12 000 abonnés sur YouTube, 32 000 sur TikTok, 21 000 sur Instagram. C'est quand même assez impressionnant, tout ça avec, dans l'écosystème crypto. Vraiment bravo à toi. Comment tu as fait pour développer un réseau aussi gros et quels partenaires tu as eu pendant cette période-là? Des partenaires peut-être style entreprise et tout, qui ont été pour toi des personnes importantes pour pouvoir développer justement ta communauté? Alors déjà, oui, YouTube, tu dis 12 000 abonnés, j'en ai 27 000, donc j'ai beaucoup plus. Et voilà, donc oui, parce que les réseaux, Incroyable. ça tourne vite. Et maintenant, je crois qu'en un an, j'en ai gagné 10 000, donc ça peut aller assez vite, Bravo, surtout quand on est dans une bravo. période de montée, de bull run, comme on dit. Donc oui, donc ça s'est fait en parallèle de mes autres business physiques et web. Parce que j'ai aussi des restaurants sur Bruxelles, enfin, je gère pas mal de choses. Et donc, moi, ce qui m'a aidé,
mais déjà, c'est de faire du contenu. Enfin, déjà moi-même, faire du contenu, être régulier dans son travail, dire voilà, je vais sortir une vidéo par semaine, je vais traiter d'un sujet. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont un peu coaché dans différents domaines. Comment on tourne bien une vidéo, comment on fait en sorte d'accrocher directement l'audience, quel format faut faire, quel appareil il faut utiliser. Donc, j'ai été quand même aidé, accompagné par des gens. On m'a dit aussi, voilà, j'avais un associé dans un des business qui s'appelle Lucas Biver, qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un des premiers qui a fait le dropshipping avec Yomi Denzel, qu'on connaît aussi sans doute. Donc lui aussi, j'ai vu tout ce qu'il a fait, comment il a fait durant notre période d'association. Et donc ça m'a donné aussi envie d'aller plus loin, parce que je voyais sa qualité de la vie aussi qui était très chouette, parce qu'il voyageait, il postait ses petits trucs, et puis voilà, il faisait ses tutos, il avait une audience qui était très reconnaissante, et puis il vendait des choses derrière qui fonctionnaient très très bien. Donc voilà, j'ai tout au long de ma construction, on va dire, de ma communauté, oui, j'ai été entouré de gens qui m'ont témoigné de leurs tips. Et effectivement, il faut Waouh. toujours regarder chez les autres comment faire. Même si on s'estime à un certain niveau, il y aura toujours des gens qui sont là pour nous faire passer à un niveau supérieur. Donc, il va toujours rester aussi humble, modeste. Et c'est clair que j'ai appris énormément ces dernières années encore. Waouh, bravo. Bah, bravo vraiment, c'est impressionnant de t'écouter parler. On dirait que pour toi ça a été facile alors qu'il y a énormément de travail derrière, donc vraiment bravo, puis merci de partager tout ça de manière très simple. On sait que tu es aussi conférencier. À quel point c'est important pour toi de participer à des conférences, de pouvoir apporter encore une fois de la valeur aux gens d'une manière différente? Et comment toi tu prépares justement ces événements? Est-ce que tu les choisis? Est-ce que tu en fais plusieurs? Est-ce que maintenant tu en fais de moins en moins? Est-ce que tu peux nous partager ton avis sur tout ce qui est événements et conférences? Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sponsor NetClub qui a été fondé par Laurent Chébeau en décembre 2021. NetClub, en fait, se consacre tout simplement à l'éducation financière et à la culture financière. On sait que c'est vraiment un des enjeux cruciaux en France car 80% des gens ne sont pas éduqués financièrement. Donc, leur mission, c'est tout simple. Grâce à la plateforme et au contenu éducatif qu'ils mettent en place, ils ont pour objectif que vous soyez indépendant financièrement, que vous puissiez tout simplement réduire vos dépenses, gérer des revenus complémentaires et investir intelligemment. NetClub, en fait, c'est vraiment un couteau suisse où vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez également une communauté bienveillante avec 550 membres. Vous avez aussi plus de 400 événements qui ont été organisés durant les 2 dernières années. Donc en gros, NetClub, c'est quoi? C'est prenez en main vos finances, accéder à des outils pour faire des économies, gagner des revenus complémentaires, faites fructifier votre argent, tout ça pour préparer votre avenir financier avec sérénité. Si vous voulez plus d'informations sur NetClub, je vous invite à nous contacter ou aller sur le site qui est écrit en commentaire ou dans le lien de la vidéo. Bien sûr, on est là pour vous répondre et un podcast a été tourné il n'y a pas très longtemps avec Laurent Chébeau, le fondateur de NEC. À très vite. Ouais, c'est clair que moi, l'événementiel, c'est mon coup de cœur dans mes business. Il faut savoir OK. que quand j'avais 18 ans, je lançais mes premiers on va dire business dans l'événementiel. Donc, je créais des soirées avec DJ à Bruxelles, dans ma ville natale, où je OK. fais encore aujourd'hui. Voilà, donc je faisais des soirées qui ont commencé à 100 personnes, puis 200. On a atteint les 1500 à un moment quand j'avais dans les Waouh! 25. Et puis j'ai arrêté parce que c'était beaucoup de boulot. Et puis finalement, enfin, c'était chouette, mais j'avais fait un peu le tour. Et puis il y avait des business justement online qui cartonnaient et beaucoup mieux, en tout cas financièrement, et que c'était aussi excitant. Donc voilà, c'était mes premiers amours, l'événementiel. Et puis il est clair que je me suis beaucoup mis dans un monde un peu geek, dans le sens où voilà, on analysait les forums, on faisait des comparateurs, du SEO, puis des cryptos. Et j'ai comme eu un gros manque de voir des gens. Donc voilà, en parallèle, j'ai créé des bars et des restaurants à Bruxelles. J'en ai 3 actuellement. Et Bravo. donc, ça m'a permis de voir des gens dans le physique. Et c'est vrai que, voilà, quand on a une communauté, je me dis, c'est l'occasion justement de créer des événements, parce que j'en crée en fait. Je participe, des fois on m'invite, mais des fois je crée. Et donc, je m'auto-invite et j'invite d'autres speakers. Et donc, c'est mon grand plaisir, les événements. C'est le Graal de tout ce travail en coulisses, de préparer les sujets, de communiquer aux gens, de faire grandir une communauté. Quand je les rencontre physiquement, quand je vois ces sourires, quand je vois cette énergie, c'est mon plus grand kiff. Et donc, voilà, les événements, clairement, voilà, je les sélectionne dans le sens où je ne vais pas en faire, je vais pas faire n'importe quoi, mais voilà, j'ai créé un concept qui s'appelait CryptoSun.
C'était vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire se retrouver à 40 au bord de la plage à faire, à brainstormer ensemble, à avoir le même mindset, à avoir un partage incroyable, à créer des liens, à vivre des expériences ensemble, et puis avoir la moitié de la journée, évidemment, moi et d'autres speakers qui étaient là pour faire progresser les gens. Mais toujours les élèves, comme on peut les appeler, ou les gens de la communauté, m'ont fait progresser, ont fait progresser les autres coachs. Et ça, c'est l'événement qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment l'événement où on kiffe à fond. On est au soleil, on profite, on va dans des beaux restaurants, on mange ensemble et on partage à ce moment-là. Ça, c'est mon kiff suprême. Donc, CryptoSun, j'ai fait la première édition ici il y a 2 ans. Donc là, je compte en refaire Ok. une parce que ça m'a pris un peu de temps et c'est vraiment le Graal. Mais ici, je viens de faire un gros événement à Paris, ici, qui s'appelait Web3 Connect, ici en mois de mars, D'accord. 30 mars. Et c'était un beau succès aussi. On était 300. Voilà, on aurait Génial. pu être plus, mais bon, voilà, donc c'était une première. C'était aussi un gros kiff de présenter, d'être sur scène et de présenter tous les speakers. Il y avait 25 speakers qui étaient venus, donc des youtubeurs, des créateurs de contenu comme moi, il y en avait beaucoup. Ils m'ont tous fait confiance Waouh. parce que voilà, je suis un peu quand même connu dans ce petit milieu comme quelqu'un de bienveillant. Et donc voilà, ils Mhm. m'ont suivi, ils ont fait ça bénévolement pour aussi aider Waouh. la communauté et délivrer du chouette contenu. Donc, chouette expérience aussi encore que j'ai eu il y a de ça un mois, en fait, un mois et demi à Paris. Et donc voilà, donc je continue à vouloir faire des choses et à tester, mais pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de pouvoir rencontrer la communauté. Ouais, rencontrer, être dans le partage, en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on t'écoute, vraiment de pouvoir partager un maximum de choses. Est-ce que tu peux nous partager tes principaux critères quand tu veux sélectionner une crypto-monnaie, et que tu veux investir dedans? Qu'est-ce que tu évalues? Quels sont les niveaux de risque? Est-ce que tu peux partager? Bien sûr, on va pas aller dans la partie, confidentielle, mais est-ce que tu peux nous partager quels sont pour toi les critères principaux, importants pour justement sélectionner une crypto-monnaie, dans l'écosystème? Oui, bien sûr. Donc la première chose à faire, c'est déjà voir les narratifs tendances du marché à une période, hein. Donc ici, on est en D'accord. 2024. On va essayer de regarder c'est quoi les tendances du marché, c'est quoi les crypto-monnaies qui peuvent exploser parce que c'est maintenant la mode. Et donc ici, pour prendre des exemples narratifs qui fonctionnent, on le sait, c'est l'intelligence artificielle, par exemple. Ça, c'est un narratif très Mmh. populaire pour le moment. Il y a le RWA, donc qui sont les Real World Assets, qui sont tout ce qui est la tokenisation des actifs, qui est aussi très, très, Ouais. très tendance. On a aussi la GameFi, par exemple, Mmh. tout ce qui est gaming relié à la blockchain et aux crypto-monnaies, qui explose aussi. Et plein d'autres. Hein. Mais voilà, ici, je dirais déjà, ces 3 narratifs-là sont déjà très tendance actuellement. Et donc, on se dit, bon, on va regarder les crypto-monnaies dans ces narratifs qui peuvent performer. Là, on va sur des sites comme CoinMarketCap ou quoi, ou CoinGecko, qui reprennent tous les crypto-monnaies qui existent. On peut les trier par narratif, etc. On peut voir les market cap de chaque crypto. On se fait un listing et puis après, on analyse. Et là, on analyse un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi le white paper, donc le projet. Ensuite, l'équipe qui est derrière, parce que c'est très bien d'avoir des beaux projets, écrire des beaux romans, etc. S'il n'y a pas d'équipe, c'est zéro. Pour moi, l'équipe, c'est le plus important d'ailleurs. Je regarde si l'équipe, elle est sérieuse, si elle tient la route. Après, ils font une roadmap, donc ils disent voilà, en telle date ils feront ça, telle date ils feront ça. On regarde si la roadmap elle est tenue, si elle est réaliste, si elle est tenue. Et puis la communauté qui est derrière, est-ce qu'elle est soutenue, est-ce que ce projet est soutenu, est-ce qu'il y a du monde. Donc ça, c'est vraiment les 4 critères que je regarde une fois que j'ai mon narratif, ma liste dans CoinMarketCap. Et après, on analyse un peu tout ça. Et effectivement, pour rentrer dans cette crypto-monnaie-là, il ne faut pas rentrer aveuglément. Voilà, si tout a l'air bien, on rentre. On va attendre une correction, on va attendre le fait que le prix ne Ouais, soit pas, en tout cas, n'ait pas décollé. Si on voit que ça a décollé, ça ne sert à rien de rentrer. Il est génial, mais en tout cas, c'est pour trop ceux qui tard. veulent faire de l'argent, ils en feront pas. Donc, voilà. Donc, attendre aussi le bon moment. Une fois qu'on a repéré ça, on fait une veille. Et quand il y a un bon moment, une correction, ça a perdu 30%, 40%, c'est peut-être le bon moment d'acheter. Ou bien, le fait qu'on sait que ça va exploser, ça n'a pas encore explosé, on achète, mais certainement pas quand ça a explosé et dire, ah voilà, il y avait l'exemple du Tao là, qui avait complètement explosé. Tout le monde a dit on va acheter parce que ça a explosé. Non, ça c'est un très mauvais réflexe. Si ça a fait x10 dans le mois, voilà, les gains seront mineurs. Donc autant attendre repérer à l'avance quelque chose qui peut exploser comme le Tao. Et donc voilà un peu la recette pour en tout cas réussir à faire des bonnes invests en crypto aujourd'hui. OK, bah, merci pour ton partage. Tu parlais de justement des dernières tendances. Comment toi tu restes, connecté, informé aux dernières tendances? Où c'est que tu vas chercher tes informations? Comment tu fais?
Alors moi évidemment, j'ai mon problème dans ma vie, c'est le temps, hein, le temps. Si j'avais du temps à 100 comme certains, J'imagine. bah, j'analyserais tout le temps, je dirais tous les forums, tous les magazines, enfin tout ce qui existe, je lirais, j'irais même sur les YouTube, hein, regarder tous les youtubeurs, évidemment aux États-Unis, ben, ils sont toujours en avance, hein, surtout si on parle anglais, donc si on peut regarder des youtubeurs, des contenus anglais, c'est encore mieux. Mais donc ça, c'est les informations. Maintenant, voilà, ici moi, j'ai un choix, c'est que j'ai créé, une team. Donc, sous Stéphane Winkel, il y a OK. une team. J'ai des coachs qui sont avec moi et eux, ils ont plus de temps que moi et je les oriente où chercher l'information et eux, ben, c'est des bêtes. Ils regardent tout le temps les infos dans tous les sens. Ils documentent tout le temps. Ils me ramènent tout. On brainstorm ensemble. Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Ils me rapportent plein de trucs. Et puis, on discute un peu des choses qui sont justes, pas justes, qu'on croit pas. Parce qu'évidemment, il faut toujours faire attention à ça, au contenu. D'ailleurs, moi, j'ai une bonne formation parce que j'ai fait l'UNIF malgré que j'étais entrepreneur. J'ai fait l'UNIF pour faire plaisir aux parents et j'ai fait justement le OK. journalisme à la base, la communication. Et ça m'a beaucoup aidé pour analyser plein de choses, pas se faire avoir. Et donc, c'est clair que le contenu que je divulgue ben, est toujours, en tout cas, pris avec des pincettes, bien analysé. Et donc voilà, je me fais beaucoup aider par ma team qui est tout le temps en veille sur tous les médias, tous les forums pour avoir la bonne information. D'accord, bah, c'est super impressionnant que tu parles de la gestion du temps, parce que c'est un des sujets que je voulais aussi aborder avec toi. Quand on a autant de projets en cours que les tiens, comment on gère son temps? Comment on arrive à mettre ses priorités? Comment on définit ce qui est le plus important que l'autre? Est-ce que tu et comment en plus on va assurer le succès de toutes ces entreprises? Parce que faire plein de choses, ça se fait, mais réussir plein de choses en même temps, c'est un autre métier. Toi, tu y arrives. Comment tu arrives justement à gérer ce temps et comment tu arrives à processiser et dire voilà, ça c'est mes priorités, ça c'est un peu moins important et du coup, tu arrives à avoir des succès quasiment partout? Alors, effectivement, il y a un gros travail qui, pour beaucoup de gens, enfin quasi la majorité des gens, est à faire là-dessus. Moi, j'ai eu un petit don dans ce domaine-là, mais qui m'a permis aussi de me former encore et d'améliorer ce don. C'est que j'ai toujours été très fort en organisation, voilà, OK, de cool. mon temps, et de la vision aussi. Mais évidemment, quand on a beaucoup de projets, il faut tout le temps euh, se refaire. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est que le plus important, c'est d'avoir une vision sur ce qu'on fait au quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui s'embarquent dans quelque chose et qui perdent toute vision sur ce qu'ils font, en fait, même sur leur but dans la vie. Parce que des fois, on se lance dans un truc, mais pourquoi je le fais? Mais ils se posent même plus la question. Ils sont, voilà, je le fais, mais parce que je dois le faire, parce qu'il faut que je fasse ça. Mais non, mais à un moment, Mmh. et donc, il faut à un moment se poser toujours les questions. Donc, moi, j'ai des alertes durant l'année qui sont décortiquées. Ça, c'est le plus important. C'est des alertes qui disent, voilà, chaque année, je vais faire au moins 2 fois par an le point sur tout ce que j'ai fait durant 6 mois. C'est souvent en 1er septembre et 1er janvier, parce que c'est des dates un peu symboliques. Hein. Euh, et donc voilà, il y a des phases où je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Etc. Et donc ce recul sur ce que je fais, le sens, est-ce que ça a un sens ce que je fais? C'est très important. Donc ça, c'est pour me rendre, aller plus loin. Et après, évidemment, on décortique quand on se lance dans un bloc genre du 1er septembre au 1er janvier, de 4 mois, 5 mois, eh bien, il faut que j'ai vraiment des objectifs que je me fixe à ce moment-là. Et puis, ben, comment y arriver? Ben, je dois préparer dans chaque domaine comment je dois y arriver. Et après, il faut vraiment savoir où est sa plus-value, que ce soit dans Mmh. un business ou comme moi dans plein, c'est où ma plus-value numéro un. Mais ma plus-value, moi, justement, c'est l'analyse globale, la vision, comment je vais le faire, comment je vais organiser tout ça. Ça, c'est ma plus grande plus-value. Et ensuite, ben, il faut essayer de déléguer là où on voit que d'autres gens peuvent facilement nous remplacer. Et chaque fois qu'on a un étage supérieur, ça va être plus difficile de trouver des gens pour nous remplacer. Et certainement pas dans la vision, les choses comme ça. Là, voilà, c'est un truc propre à moi. Et puis, il y en a d'autres qui le font, même mieux que moi. Mais voilà, en tout cas, chacun a ses compétences. Et moi, j'essaie de trouver à chaque étage des gens. Et il faut vraiment se poser la question dans un business, mais dans quoi je suis indispensable et dans quoi je ne le suis pas. Voilà, parce que faire ça compte. Au début, on fait des business, puis on commence à avoir plein de comptas, on commence à avoir plein d'admin, de mails à répondre. Et à un moment, on passe plus que 10% dans son business et Ouais. 90% dans le reste.
ben ça, c'est pas bon déjà. Et donc là, il faut directement comprendre qu'on va mettre un comptable ou une aide comptable, qu'on va mettre un assistant mail, etc. Pour répondre. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors au début, c'est bien de passer par tous les étages pour comprendre ce qu'on fait, pour savoir contrôler. Mais une fois on est passé par ce process, il faut justement définir le process et puis déléguer, déléguer, déléguer. Et ça, c'est ça la réussite, c'est d'avoir un plan, une vision, un plan qui décortique tout ce qu'on veut faire et dans quel timing, avec des délais à respecter, et puis mettre les hommes qu'il faut pour déléguer. Si c'est beaucoup de boulot, si c'est un petit boulot qu'on sait gérer soi-même, eh ben on se fait un plan que pour soi. Mais si on s'embarque Bien comme sûr. moi dans des aventures multiples, on doit déléguer. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Je pense que c'est important de savoir analyser sa zone de génie, effectivement, pour après pouvoir, déléguer, l'autre partie et surtout avec des gens qui ont d'autres zones de génie dont peut-être ce qu'on on n'est pas capable de faire. Quand on parle de la gestion du temps, souvent un des problèmes des entrepreneurs, c'est la gestion du temps entre, trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as réussi à trouver avec le temps? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Oui, oui, bien sûr, on est vite en tant qu'entrepreneur, omnibulé par son business, que ce soit une Ouais, passion ou parfois parce que ça va pas et qu'on doit absolument, faire en sorte de passer dans une crise, donc on ça tourne tout le temps dans la tête. Et donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de phases dans ma vie où, je me donnais trop, d'objectifs, et que du coup, j'étais un peu, trop pris, par tous ces objectifs en même temps, tous ces business en même temps. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est très dur pour la vie privée d'accorder du temps à ses amis, à sa famille, etc. Et même à ses hobbies, parce que voilà, moi j'ai plein d'hobbies, hein, j'adore le sport, j'adore plein de choses. Et quand je le fais plus ou moins, je me sens pas bien non plus. Je sens que j'ai un mauvais équilibre. Et donc voilà, c'est clairement, ça arrive à tout le monde et à moi le premier. Et c'est pour ça que je dis que cette analyse sur ce qu'on devient, sur ce qu'on fait, est-ce que ça a du sens, est très importante. C'est ce qui permet de rapidement mettre des alertes. Si on voilà, je fais plus de sport, c'est pas normal. Je m'occupe plus des gens, si je profite plus, si je pars plus en vacances, c'est pas normal. Pourquoi je le fais et comment je vais changer ça? Et il faut pas hésiter à lâcher quand il y a des choses qui vont pas pour repartir dans du positif avec moins de travail. Et d'ailleurs, c'est un truc que cette année je fais aussi parce que mmh, j'ai planté plein de petites pousses qui ont bien poussé un peu partout. Et j'ai décidé de me séparer de pas mal de business. C'est dur parce que OK. voilà, on est attaché à ce qu'on crée, parce qu'il faut voilà, revendre et dire voilà, tant pis, c'est du passé. Maintenant que ce temps-là, je vais le mettre dans justement mes voyages, mon sport, ma famille, etc. Parce que j'en ai besoin. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment tout le temps s'analyser au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et alors aussi, bien s'organiser, parce que si on s'organise bien au quotidien, parce que moi, j'ai une vision sur l'année, mais j'ai aussi une vision sur ma semaine. Donc, par exemple, tous les dimanches soirs, c'est une tradition, j'analyse ma semaine, je visualise ce que j'ai fait et ce que je vais faire la semaine d'après. Parce que ça permet d'être beaucoup plus organisé et ne pas laisser le hasard nous emmener vers une vie qu'on veut pas. Donc voilà. Donc moi, le dimanche, je dis voilà, je vais peut-être mettre d'abord mes activités sportives, mes activités familiales, avec les amis, etc. dans mon agenda. Et puis je remplis de plein de tâches parce que sinon, je les fais pas parce que le boulot, il prend tout. Donc ça, c'est aussi une technique que j'ai fait, que je fais encore aujourd'hui pour pouvoir avoir un équilibre dans ma vie. Et j'ai toujours fait, hein, mais des fois, je suis obligé de couper dans des trucs parce que je me dis, mais le sport, c'est pas si utile. Mais en fait, au final, c'est super utile parce que Ouais. quand on tue sa santé, Mmh. on voit plus clair, on travaille pas bien, on est gronchon. Et donc voilà, donc franchement, voilà, la technique, c'est toujours avoir des visions sur ce qu'on fait, s'organiser très bien et s'octroyer des plaisirs et des récompenses régulièrement. Sinon, on crève, quoi. Il n'y a pas d'autre Ah choix. ouais, merci. Merci vraiment pour te ton partage, de la vision de l'entrepreneur parce qu'effectivement pour nous c'est important. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs et tout le monde a des visions qui sont plus ou moins, différentes et il y a des gens qui arrivent à trouver l'équilibre comme toi, d'autres qui ont plus de mal et donc c'est super intéressant aussi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui écoutent le podcast et du coup c'est vraiment super intéressant d'écouter des gens qui ont réussi à le faire et qui ont réussi à trouver l'équilibre pour pouvoir justement stimuler peut-être d'autres personnes à le faire. Revenons un petit peu sur la partie, Web3 crypto. Hem Il y a une grosse évolution actuellement qui est la réglementation, la régulation autour de ce secteur. Alors sans aller trop dans la partie, juridique, qu'est-ce que toi tu penses, de justement de la régulation? Quelle est ton opinion par rapport à ça et comment tu penses que ça pourrait éventuellement affecter le secteur dans l'avenir, de manière positive ou négative? Alors
Oui, ce que je pense, c'est que bah, le temps avance, les choses évoluent. Ouais, C'est normal qu'à un moment, dans une société avec des pays, des États, de l'argent, plein de choses, à un moment, ben, on a envie de contrôler tout ça, on a envie de réguler tout ça. Donc, ça pouvait pas être autrement. Donc, ce que je pense, c'est que c'est normal ce qui se passe. Maintenant, après, en fonction de la philosophie qu'on a avec le Bitcoin, etc., évidemment, l'idée, ben, c'est un système totalement décentralisé où l'État n'a pas d'influence. Ben, c'est quand même le peuple qui va décider, vu que c'est du peer-to-peer, etc. Qu'est-ce qu'il en fait de tous ces cryptos? Il faut savoir aussi que dans les cryptos, il y en a plein de différentes, hein, donc avec des côtés anonymes différents aussi, hein, comme le Monero qui est beaucoup plus anonyme, etc. Que le Bitcoin. Bitcoin, on peut retracer les transactions, etc. Monero, c'est un peu plus mm, anonyme. Donc, on peut aussi choisir la crypto qu'on veut adopter. Mais bon, voilà, si on fait confiance, on est puriste, on fait confiance au Bitcoin, qui est lui le premier, qui est là, eh bien, ben oui, moi, je crois qu'on peut réguler autour. De toute façon, le Bitcoin, il y a un truc qu'on ne pourra jamais faire, c'est comme on fait dans le système archaïque des monnaies aujourd'hui. On ne pourra pas faire tourner la planche à billets, on ne pourra pas mm. manipuler l'économie, on ne pourra pas faire en sorte que vous avez 1 000 € sur votre compte en banque, mais en fait, on a tellement imprimé de billets que vous avez plus que 500 € réels. Ça, on ne peut Ouais. pas faire. On ne peut pas tricher avec des crypto-monnaies. Et les régulateurs, ils vont faire quoi? Ils vont faire des lois sur un système qu'on ne peut pas toucher, qui est vraiment un système décentralisé, fait par des ordinateurs, fait par la communauté, qui est internationale. C'est pas une monnaie d'un État, c'est une monnaie internationale. Quoi qu'il arrive, tout ça va rester. Et donc, moi, c'est ça qui me rassure, c'est que la protection va rester, la garantie que notre Bitcoin, eh ben, il va pas être dévalué parce que on va faire tourner la planche à billets, etc. Eh bien, c'est génial aussi. Donc tout ça me rassure et d'ailleurs, on ne connaît même pas le créateur du Bitcoin. Donc c'est vraiment fabuleux. C'est dire qu'il y a quelqu'un qui a lancé un truc comme le Big Bang, c'est lancé un univers et on ne sait pas c'est qui. Ça se trouve, il est mort après ça et on ne saura peut-être jamais et certainement jamais qui c'est. Et ça tourne tout seul, tout seul. Ça a été lancé, c'est automatique. C'est le peuple qui, avec ses machines qui relie, qui fait en sorte que tout fonctionne. Et voilà, on peut avoir des régulations dans des États, ça oui, mais au final, ben, si l'État ne nous plaît pas, ben, on peut, avec les crypto-monnaies, dire ben, je vais dans un autre État. Si votre argent, comme moi, eh ben, la grande majorité est en crypto-monnaie, eh ben, si ça ne me plaît pas, ben, la Belgique, ben, il me dérange, ben, je peux aller dans un autre État qui, lui, va faire une Ouais. autre loi. Donc, on pourra même choisir, si on est là à fond dedans, ben, c'est l'État qui nous convient, si on veut. Voilà, après, c'est question de philosophie. Hein. Il y en a qui sont pour le social, etc. Et j'en fais partie. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis toujours en Belgique, ça me convient très bien pour le moment. Mais voilà, on aura toujours le choix aussi d'évoluer et si on n'est pas content de bouger. Donc voilà. Donc moi ça. En tout cas, ça ne me fait pas peur. Voilà, les gens, ils sont là pour réguler, c'est normal. On a des pays à tenir. Et puis, chaque État a des philosophies différentes. Si ça ne nous convient pas, on peut toujours déménager. Ça, voilà, je le dis Mm. aussi. Et puis on verra ce que ça devient. Mais en tout cas, on ne pourra jamais contrôler le Bitcoin. On pourra juste le réguler sur un territoire. Ouais, et la régulation permet aussi de protéger du coup les investisseurs et éviter peut-être les prises de risques, que ce soit sur Bitcoin ou sur Bien sûr. d'autres cryptos. Tu parlais, justement de, voilà, des plus ou moins de la régulation et de la protection. On parlait des gens qui débutent. Quels conseils tu pourrais donner à justement un débutant, qui se lance dans les cryptos, qui souhaite investir? Quels conseils, alors sans parler vraiment du conseil en investissement, mais quels conseils tu lui donnerais afin de bien analyser, de bien se concentrer dessus et de commencer à acheter au bon endroit avec peut-être les bons, je sais pas, les bonnes choses. On sait que tu formes. Quel est le meilleur moyen de commencer dans cet écosystème? Alors, évidemment, le meilleur moyen, c'est de passer par une plateforme d'échange pour acheter ses premières crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, etc. Parce que bon, c'est là où il y a de l'offre et de la demande, il y a du volume, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Euh, Si je dois en citer, parce que voilà, je vais quand même le dire, les plus sécurisés pour moi, bah, pour ayant tout testé et puis ayant 13 années derrière moi, c'est Kraken pour moi la numéro 1 de la sécurité aujourd'hui, avec OK. Coinbase en deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont audités par les États-Unis, ils cachent pas tous les plein de trucs comme certains comme FTX qui ont caché plein de trucs. Binance aussi, c'est des fois un peu nébuleux derrière, même si c'est la plateforme numéro 1. Donc, je me méfie un peu de Binance, même si j'ai un peu de crypto là-dessus aussi. Voilà, donc déjà, j'étais avec une plateforme qui est la plus sûre, donc Kraken, Coinbase, pour les numéros 1. Et puis ensuite, une fois qu'on achète là-dessus,
Ben, sécurisé, donc sécurisé, c'est déjà sécuriser la plateforme avec des 2FA, là, donc Ouais. soit un SMS, soit un Google Authenticator qui permet de générer des chiffres comme un home bank chez vous pour votre compte en banque. Ça veut dire que seul vous avez le code. Si quelqu'un veut hacker, ben, il ne sait pas, il doit avoir votre téléphone pour rentrer dans la plateforme. Donc ça, c'est la sécurité de la plateforme. Si elle fait faillite, c'est aussi un problème. Donc normalement, on recommande, mais avec un peu plus d'informations, d'aller sur la blockchain via un ledger, par exemple, donc une wallet à froid qui permet très facilement de mettre son argent dans un coffre-fort qui est à vous sur la blockchain. Personne d'autre a les clés que vous, donc vous détenez les clés. Mais donc là aussi, le problème, c'est qu'il n'y a que vous qui les avez. Donc si vous les perdez, c'est perdu. Voilà le petit problème quand on débute. Donc quand on débute, je conseille d'aller sur une plateforme sûre, un peu se former avant peut-être d'aller dans des processus blockchain, etc., qui sont plus sécurisés, mais qui demandent des manipulations et qui demandent aussi de bien gérer ces clés. Parce que j'en connais beaucoup qui ont fait ça et puis ils ont perdu les clés, ils ont mal manipulé, etc. Donc, c'est peut-être pas le premier conseil que je dois donner aussi par expérience. Au début, je disais, allez sur la blockchain, surtout pas aller sur les plateformes. Bon, quand c'est des petits montants, etc., ben, il faut mieux se têter sur une plateforme sérieuse. Ça, c'est mes premiers conseils. La sécurité, acheter. Et puis, acheter évidemment que des crypto-monnaies qui sont connues. Si vous débutez Bitcoin, Ether, par exemple, Ouais. voilà. Et après, Moins de bon, risques. Solana ou quoi, enfin, des trucs du top 10 pour être sûr que ça s'écroule pas. Diversifier aussi, pas acheter qu'une seule crypto, achetez-en quelques-unes, comme ça, s'il y en a une qui a un problème, vous ne perdez pas tout. Et puis, normalement, si vous avez 1000 euros, bon, c'est pas très grave, mais si vous avez un peu plus de capitaux, 10 000, 100 000, j'en sais rien, segmentez aussi vos cryptos qui ne restent pas sur une même plateforme, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs ledgers. Voilà, moi, c'est mon cas, j'ai plein de ledgers, j'ai plein de plateformes, tout est segmenté parce que si jamais il y a quelque chose qui se crache, quelque chose qui se fait voler ou quelque chose qui se perd, je ne perds pas tout. Donc, ça, c'est le premier principe. On diversifie les cryptos, on diversifie la sécurité sur les plateformes, sur la blockchain. Et donc là, il peut arriver beaucoup moins de choses parce que c'est quand même ça qui peut nous faire tout perdre. Donc ça, c'est les premiers conseils. Acheter la base, sécurisez bien, diversifiez vos cryptos, vos endroits où vous avez vos cryptos. Et voilà, et tenez bien à jour les notes de vos clés, etc. Donc ça, c'est le conseil de 1. Et puis quand on se forme, quand on devient bon, alors là, on peut se lancer dans des tradings, des achats de crypto-monnaies pépites, se lancer dans les NFT, manier des MetaMask. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, évidemment. Je ne conseille pas au départ. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. OK, bah, merci pour tes conseils. On voit vraiment la sensation du coach quand tu parles et de ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu peux, on sait que tu es aussi formateur, enfin que tu formes, tu vends des formations. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus? Parce qu'effectivement, si je suis nouveau dans l'écosystème, je veux me lancer, bah, pourquoi pas me former avec toi? Où c'est que je peux trouver tes formations et est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses par rapport à ça? Oui, alors du coup, moi, j'ai une chaîne YouTube où j'ai vraiment une centaine de vidéos sur les crypto-monnaies qui retracent tout de manière totalement gratuite. Bon, ça, c'est déjà le première chose pour les gens qui veulent un peu me découvrir. Mais bon, le problème de ça, c'est que c'est un peu désordonné. Je traite un sujet un peu à Ouais. l'émotion quand je veux le traiter. Et donc, c'est un peu dans tous les sens. Mais il y a un contenu de dingue là-dessus. Et puis, si on veut vraiment être structuré, aller d'un point A à un point B, etc., pas perdre de temps, voilà. Là, évidemment, j'ai créé une formation qui s'appelle Crypto Academy, qui retrace 40 vidéos de tutos. Voilà, donc au début, comment on achète ta première crypto, comment on sécurise, comment on fait une manipulation, comment on configure un ledger, justement, comment on configure un MetaMask, plein de choses, comment on achète un NFT. Tout ça, c'est dans une formation que j'ai faite. Et alors, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, Crypto Academy, voilà, qu'on voit. Et ensuite, j'ai fait un groupe sous la demande de la communauté,
qui s'appelle le canal Premium Telegram. Donc j'ai un canal gratuit où je donne des informations aussi comme la YouTube au quotidien. Donc on peut le rejoindre gratuitement. Et puis j'ai un canal Premium, 49 € par mois. Et là, on a accès à l'information quotidienne de mes coachs et on voit surtout mon portefeuille. Donc ce que moi j'achète, Ah, quand je génial. l'achète, ce que je vends et quand je le vends. Et donc que ce soit en NFT ou en crypto, on voit tout mes coûts. Et donc pour 49 par mois, on est tenu 49 € par mois, ben, en tout cas de tous mes coûts. Et voilà, je suis aidé par des coachs qui sont au quotidien sur tous les crypto-monnaies. On a une veille, etc. Donc il y a pas mal de valeur parce que finalement les gens ils ont envie de copier les coûts. Et voilà, donc ça c'est les deux choses que je fais. Et puis après, évidemment, je coach aussi à l'heure ou avec ma team. En tout cas, j'ai des coachs qui accompagnent. Si on a une demande précise, il y en a qui disent voilà, je veux acheter mes premières cryptos, je veux les sécuriser, je veux avoir une carte de crédit en crypto, je veux faire ça. C'est des missions. Je dis voilà, ça va être 3 heures de mission. Et là, bah, c'est des coachs one-one à tarif à l'heure. Ça, c'est toujours possible aussi. Je le fais moins parce que mon temps est précieux. Mais en tout cas, il y a mes coachs qui sont disponibles et tout aussi bons que moi, en tout cas pour la formation, qui sont là. Comme ça, vous savez un peu ce que je fais en gratuit et en payant, enfin, éventuellement. Voilà. Ouais, puis c'est transparent quand tu dis: «Bah, voilà, vous aurez accès à mon portefeuille, on voit en permanence ce que tu fais». Donc c'est pas genre: «Je vous coach, mais moi je fais pas». C'est pas: «Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais». C'est vraiment tu es transparent, tu montres ce que tu fais. Là, on voit, tu as des modules, enfin tu as 6 modules minimum. Je pense il y a vraiment pas mal de valeur derrière. On voyait une quarantaine d'heures, minimum de formation. On voit déjà la qualité de ton contenu gratuit sur YouTube, donc imaginez, quand c'est payant. Enfin voilà, il vous offre déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, bah, félicitations, à toi Stéphane pour ce que tu fais et pour ce que tu apportes à l'écosystème et ce que tu leur permets bah, d'apprendre, comprendre et se développer. Il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir parce que avant, tu as parlé du fondateur de Bitcoin qu'on ne connaît pas. Il y a des théories qui bougent en ce moment entre disant bah, c'est une personne, c'est un groupe. Est-ce que toi, tu as ton petit ressenti? Est-ce que tu as un petit avis par rapport à ça? Est-ce que pour toi, c'est une personne? Est-ce que c'est plutôt un groupe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu ressens? Mais voilà, ce que je ressens, c'est que déjà, depuis que je suis là en 2011, eh bien, il y a des rumeurs comme quoi, ben, on l'a enfin trouvé, Satoshi Nakamoto, c'est lui, c'est un japonais, enfin, en plus le nom, ben, il sonne japonais, donc on pourrait croire, mais voilà, c'est très, très probablement pas un japonais, c'est sans doute un américain, enfin, on sait pas trop, mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je crois que, ben, d'office, c'est un geek qui était dans ces systèmes, et il faisait certainement partie de groupes, comme moi, j'ai fait partie de groupes dans d'autres domaines, et il a pas mal échangé. Alors, est-ce que c'est un groupe de personnes ou c'est une personne seule? Bon, ça, c'est difficile à dire, mais effectivement, quand on est seul, c'est plus facile de garder le secret aussi. Donc, moi, ma théorie, c'est que c'est une personne plutôt seule qui était bien ancrée dans des groupes et puis qui s'est fait disparaître parce que voilà, c'était son objectif de vie. Et voilà, et ce gars aurait dû mériter évidemment un prix Nobel. Mais Ah, bon, tellement. voilà, il est anonyme, bah oui, d'économie, etc. Parce que la blockchain, ça révolutionne tout. Donc, voilà, ben, en tout cas, c'est quelque chose qui est incroyable et la manière de rester aussi humble face à ça, voilà, il faut Pas savoir parler de que soi. voilà, il parle pas de lui, il se met pas en avant, il a révolutionné le monde, mais personne ne sait c'est qui. Et en plus de ça, il a des milliards hein, en Bitcoin aujourd'hui sur une wallet Mmh. qu'il a, hein, on le sait, mais il a décidé de pas y toucher parce qu'il sait que s'il y a un mouvement de cette wallet, eh ben, tout le monde saura qui c'est parce qu'après on retrace. Hein, s'il fait ça, il se met sur un exchange, on le retrouve. Donc il a décidé, voilà, ben moi cette wallet, j'y touche pas, ça reste, ça bougera pas parce que si ça bouge, ben on pourrait avoir des infos sur moi. Et voilà, donc soit il est mort et elle bougera quoi qu'il arrive pas, soit il mourra sans doute sans bouger ce truc-là. Et encore, ben voilà, que ce soit point de vue succès ou argent, ben, cette personne est juste incroyable de rester anonyme avec tout ce qu'il a fait. Voilà, ben, ça peut être un groupe, ça peut être une personne. Mais en tout cas, je pense des théories, il y en a tout le temps depuis 13 ans que je Ouais. suis dedans et ça continue à en avoir. Et donc voilà, tout ce que je lis maintenant, à chaque fois je rigole parce que je dis bon, j'ai tellement lu et on continue à faire croire. Je ne crois pas vraiment qu'on va retrouver cette personne. Et quelque part, tant mieux pour l'écosystème. Ouais, ça sera peut-être potentiellement une des personnes les plus riches du monde dans pas longtemps. Là, je crois que ça serait, il serait pas loin de 70 milliards, je crois. Il suffit que le bitcoin fasse encore x3 et puis il dépasse tout le monde et il sera potentiellement Ouais. là une des personnes les plus riches du monde. C'est quand même assez impressionnant et d'avoir
offert à la Terre une technologie aussi incroyable et de pas en parler, c'est juste formidable. Euh, Beaucoup de gens, et dans un autre podcast, il y a une personne qui disait, non mais Jean, t'imagines, il y a plein de gens qui ne l'ont pas inventé, qui ont dit que c'était eux, et lui, il l'a inventé, il n'ose même pas dire que c'est lui. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ouais, c'est là où on voit la force de caractère de Satoshi Nakamoto ou du groupe Satoshi Nakamoto. Euh, Revenons aussi sur la partie, sur la vision générale, parce que tu disais qu'effectivement, voilà, c'est en train de, grâce à son invention, c'est en train de travailler l'avenir. Justement, quelle est, toi, ta vision d'avenir sur l'écosystème Web3, sur l'industrie Web3, que ça soit aussi bien pour la crypto-monnaie, mais aussi l'entreprise et les industries, enfin les entreprises et les industries qui sont en train de se développer dans l'écosystème Web3 de manière générale. Est-ce que tu penses qu'on est dans un bon mood? Alors, sans parler forcément bull run ou ce genre de choses, mais est-ce que tu penses que voilà, l'avenir est de plus en plus clair? On voit de plus en plus aussi de gros acteurs. On a déjà beaucoup parlé de BlackRock dans l'écosystème. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de ces grosses sociétés qui sont en train d'arriver dans l'écosystème crypto? Est-ce que c'est bon signe? Et comment tu vois l'avenir sur du long terme? Alors évidemment, bah, philosophiquement, pardon, on peut toujours Ouais. s'interroger sur, est-ce que c'est bien qu'il y a des grandes frimes fi je peux parler, des grandes firmes, des multinationales qui, s'intéressent, à tout ça et qui rentrent dans la danse? Mais je pense que voilà, c'est l'histoire de la vie, il faut laisser faire les choses. C'est ce qu'a voulu, Satoshi, de dire: «Voilà, je lance un truc et se greffera qui se greffera, on laisse faire la nature». Et c'est ce qui arrive. Et voilà, c'est une bonne chose que des grands groupes comme BlackRock rentrent dans la danse parce que ils démocratisent tout cet environnement. Ils font en sorte que tout le monde puisse accéder. Et d'ailleurs, les plus riches, évidemment, ça fait monter le cours. Donc, les investisseurs comme moi ou d'autres sont très contents pour leur investissement. Maintenant, croire que le Bitcoin allait rester entre geeks de manière d'une pureté qu'aucun multinational pouvait rentrer dedans, c'était utopique et c'est même pas, enfin, c'est pas réaliste. Et donc voilà. Donc moi je dis que c'est normal et c'est bien pour l'écosystème. Et comme partout, c'est les gens qui vont rentrer dessus, qui vont décider quelle direction on prendra. C'est vraiment Mm. du libéralisme pur. On décide de ce qu'on en fait. On peut être social, on peut ne pas être social, on peut penser à des valeurs, on peut ne pas penser à des valeurs. Voilà, tout ça va se faire. Mais en tout cas, il est clair que la bonne nouvelle pour l'écosystème, c'est que quand on a des grosses boîtes qui arrivent, ça prouve que ce système, il est là pour durer, qu'on le reconnaît enfin, et qu'on ne sera pas sans passer dans le futur. Et clairement, c'est une révolution. Moi, je vois, comme Internet l'a été, comme les smartphones l'ont été, je vois ça comme la révolution suivante. Cette blockchain où tout va graviter autour de ça. Donc, c'est un système incroyable. Et puis, toutes les entreprises qui vont rentrer dessus, etc., ça va exploser hein, dans ce domaine. Quand on voit l'IA, etc., tout Ouais. gravite autour de ça. Et donc, oui, pour moi, c'est le futur. Tout va exploser avec la blockchain, les crypto-monnaies. Et tous les plus grandes boîtes du monde rentreront dedans et passeront par là, effectivement. Ok, bah merci pour ton partage et ta vision par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de stratégie pour à quel moment c'est le mieux d'acheter, de vendre des cryptos de manière générale, hein, pareil, sans forcément aller dans le conseil en investissement, mais voilà, je suis nouveau, je viens d'arriver, je voudrais commencer à en acheter un petit peu sans forcément. Avant, tu as dit bah voilà, par exemple, c'est bien de se diversifier et de suivre un petit peu ce que je fais pour savoir dans quoi on pourrait éventuellement acheter ou pas, mais aussi quels sont les meilleurs moments pour toi? Est-ce que c'est au moment où ça commence à monter? Est-ce que c'est au moment... je te pose une question qui peut paraître bête, hein, parce que bien sûr, je connais la réponse, mais on a aussi des gens qui sont très nouveaux dedans et on sait que tu es très bon pour vulgariser. Est-ce que tu peux justement vulgariser cette partie-là? Comment faut faire pour acheter au meilleur moment et s'il y en a un d'ailleurs? Alors oui, évidemment, évidemment, le meilleur moment, on ne le connaîtra jamais, on ne le connaît jamais parce que sinon, ce serait trop facile, tout le monde serait riche. Ah, il faut acheter maintenant, il faut vendre maintenant. Non, voilà. Donc, il y a un équilibre, achat-vente, etc. Donc, le meilleur moment, c'est très dur à le repérer. Ce serait génial de le savoir, mais c'est comme ça. Par contre, on a des tendances et donc il faut un peu se fier aux tendances du marché. Et justement, on a vu que les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, vit avec des cycles de 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a un halving dans le Bitcoin. C'est un phénomène qui arrive tous les 4 ans où on Mhm. divise les récompenses des mineurs par deux.
Et donc, là, il devient de plus en plus précieux tous les 4 ans. Et c'est ainsi de suite jusqu'à une fois qu'il y aura tous les bitcoins qui sont mis. Et donc, c'est en 2140, je pense. Il y aura 21 millions de bitcoins. Et donc, ici, on sait déjà les règles du jeu. On sait que tous les 4 ans, il y a cette fameuse récompense divisée par 2 via le halving. Et on a pu observer, parce qu'après, donc ça, c'est de la théorie, on a pu observer que depuis le début du Bitcoin, depuis 2009, quand il a été créé, il y a eu un premier cycle, jusque de 2009 à 2013, où j'en ai fait partie, parce que je suis arrivé en 2011, eh bien, où il y a eu ce premier halving qui a eu lieu en 2012, et on a vu qu'il y a eu, en fait, finalement, 3 années de montée, pardon, et 1 année de correction après, de descente. Et puis, quand on est reparti pour un cycle de 4 ans, il y a eu 3 années de montée, 1 année de descente. Et dans ces années, ben, évidemment, il y a des corrections. La première année de montée après la correction est très faible, la deuxième un peu plus forte, et la troisième, celle juste après le halving, est très forte. Et voilà, il y a eu 3 cycles que j'ai vécu d'ailleurs, et ça s'est toujours passé comme ça. Et on est rentré dans le 4e avec ce 4e halving qui a eu lieu en avril ici 2024. L'histoire se répète. On a une correction, on a une première année de montée, on est sur halving, ça monte plus fort. Enfin, c'est monté plus fort avant le halving, ce qui était un peu exceptionnel d'ailleurs pour cette fois-ci. Et maintenant, ça continue à monter comme on le voit. On va atteindre la TH. Voilà. Et donc, si on lit ça, si on lit ces graphiques qui sont toujours répétés, mais les scénarios peuvent changer, hein, sinon on n'en serait pas là, eh bien, on peut en tout cas se dire, oui, normalement, jusqu'en novembre 2025, on va être dans un cycle haussier avant d'avoir une correction, si on lit ces graphiques. Il y a plusieurs autres théories qui disent, tout s'accélère, ça va être moins longtemps, il ne restera pas 1 an et demi encore pour faire du profit, mais il restera plus que 6 mois, 1 an. Donc, il faut rester très prudent. Et voilà, donc moi, s'il y a une stratégie que je mets au point, c'est que je dis, investissez au moment, évidemment, où c'est une période haussière, ce qui est le cas aujourd'hui, je peux le dire. Donc, si on avait investi il y a 1 an, c'était mieux qu'aujourd'hui, mais bon, voilà, avec les risques qu'on pouvait prendre. Normalement, c'est censé monter beaucoup plus fort parce qu'il y a eu le halving. Et donc, c'est un très bon moment encore maintenant. Et après, il faudra en tout cas revendre ces bénéfices à un moment, parce que si on ne les revend pas et on croit que ça va toujours monter plus haut, à un moment, ça va redescendre et on aura tout perdu ou presque. Et donc, c'est même arrivé à moi pendant plusieurs cycles, hein, même si le fait de garder finalement m'a fait gagner. Voilà, donc ici, moi, en tout cas, ma stratégie personnelle, c'est que je vais accumuler pas mal, je vais acheter pas mal, diversifier dans les pépites et ensuite commencer à revendre un pourcentage de mon portefeuille dans 6 mois. Commencer à revendre genre 10% tous les semaines pendant 6 mois. Et ça permet de revendre en illimité, en fait, parce que c'est 10% de ce qui reste du portefeuille. Donc, c'est une stratégie que j'aime bien faire, c'est du DCA inversé. Donc, voilà. Donc, savoir quand investir. Est-ce que c'est un bon moment, haussier, pas haussier? Évidemment, savoir revendre quand on a fait des gains, savoir prendre ses gains, très important, parce qu'il y a beaucoup de gagnants qui sont finalement des perdants. Et voilà, c'est un conseil que je donne pour la stratégie qui va arriver maintenant. Merci pour tes conseils. En tout cas, ça fait plaisir de les écouter. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de ta vision par rapport à comment tu vois l'impact de la blockchain au-delà du secteur des cryptos? On sait qu'effectivement, la blockchain, ça a commencé par les crypto-monnaies. C'est grâce à ça que tu as commencé aussi early dans l'écosystème Web3. Mais il n'y a pas que ça dans l'écosystème blockchain. Il y a un petit peu des NFT, il y a un petit peu, tu parlais des RWA avant. Il y a pas mal de choses qui sont dans l'écosystème Web3. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui te touche en ce moment ou sur lequel tu as un œil et tu te concentres et que tu vois un petit peu, tu dis tiens, ça peut être le prochain boom, et du coup, tu as un petit œil concentré dessus? Oui, mais comme tu le disais, donc la blockchain a été créée avec le Bitcoin, c'est avec ça au début. Et puis après, il y a eu plein d'autres blockchains différentes, dont la blockchain Ethereum qui a révolutionné tous ces smart contracts, etc. Et donc, on voit que les blockchains évoluent tout le temps. C'est cette base de Bitcoin qui est redéveloppée pour faire plein de choses. Donc, ça va continuer à se développer dans tous les sens. Donc, c'est une révolution qui va vraiment changer la manière de traiter les données qu'on avait, parce que, évidemment, la blockchain, elle est fiable, on ne sait pas la manipuler. Ce sont des ordinateurs qui sont mis de manière décentralisée dans le monde. Et donc, c'est très, très important de savoir ça. C'est ça la grande révolution du Web3, etc. C'est que cette décentralisation. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on a toujours vu les GAFA qui étaient là, Facebook, Google, etc., et qui manipulent un peu l'économie et qui ont nos données, qui font ce qu'ils veulent. Donc, tout cet écosystème blockchain décentralisé va révolutionner le monde. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus sécurisé
que tout ce qu'il faisait à l'époque. C'est aussi beaucoup plus sain de savoir ce qui se passe. On peut voir, contrôler les transactions. Tout le monde peut lire dans le white paper ce qui se passe. Donc tout ça, évidemment, pour moi, c'est vraiment très sain et c'est le futur. Ça peut aussi être très communautaire, très coopératif, Ouais. etc. Il y a plein de choses qu'on peut réinventer avec ce système de blockchain. Donc moi, évidemment, je vois ça d'un très bon œil et une révolution totale. Ici, je vais m'intéresser à des choses. Évidemment, c'est l'évolution du monde. Alors c'est vrai que voilà, on a vu maintenant l'intelligence artificielle qui est clairement ce qui révolutionne la planète pour le moment avec ChatGPT, etc. Mhm. Voilà, ça serait la première chose que je verrais. Maintenant, il y a plein de domaines, hein, mais je les ai cités, hein, les narratifs, la tokenisation des actifs, c'est aussi très important de pouvoir tokeniser Ouais. tout ça. Donc, voilà, ici c'est clair que tout va passer par là, enfin même les jeux vidéo, hein, comme on dit là. Donc voilà, donc ici évidemment la pointe pour moi c'est l'intelligence artificielle parce que ça révolutionne le monde aussi, hein, en parallèle de la blockchain, mais sur la blockchain. Et voilà, donc voilà, après ça, voilà, à chaque moment une révolution. Le cycle passé, on parlait de NFT, on parlait des Mhm. métaverses qui allaient révolutionner le monde. Voilà, c'était un peu la tendance a un peu passée, elle est toujours là, mais elle va continuer à se développer. Là, on parle d'intelligence artificielle, de tokenisation des actifs. Dans le cycle suivant, on parlera d'autres choses. Je sais même, je suis pas devin pour le dire, mais voilà. Donc Bah pour moi, oui. Ouais. c'est ça les narratifs à la mode. Et pour le futur, il y en aura d'autres. Ah bah, ça fait plaisir que tu parles de la tokenisation d'actifs, les RWA. C'est un des sujets qui est vraiment au cœur de notre activité chez Token Talkers. Donc, du coup, le fait que tu parles de ça comme un des futurs narratifs, ça fait vraiment plaisir. On voit qu'effectivement, il y a plein de choses, notamment les cryptos, là où tu es ultra fort, il y a plein de sujets derrière. Donc, ouais, c'est bien d'avoir ta vision par rapport à ça. Est-ce que toi, au fur et à mesure du développement que tu as eu sur tes entreprises et tout ça, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont guidé? Ou pas forcément, tu es plutôt quelqu'un qui apprend seul et qui te développe au fur et à mesure avec les choses que tu vois? Alors, clairement, l'éducation fait partie d'un processus où on s'imprègne d'infos. Donc, les infos, elles Oui. viennent de quelqu'un, donc soit d'un journaliste sur un blog, soit de quelqu'un qui a retracé quelque chose, soit d'un youtubeur qui va partager Mmh. ses tips. Donc, je me suis toujours, depuis 20 ans, enfin depuis le début, je me suis toujours informé, j'ai toujours pris les informations. Après, il faut faire attention à ce qu'on lit parce que des fois ça se contredit, des fois c'est pas juste, des fois il y a des mythomanes. Mais en tout cas, clairement, il y a des gens très performants dans plein de domaines et je me suis toujours inspiré de plein de gens. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas de mentor en particulier. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est attaché à une personne qui boit tout ce qu'il dit. Mais oui, je suis en tout cas quelqu'un qui me forme, qui m'informe beaucoup et toujours. Hein. On n'est jamais, voilà, je crois que c'est jamais fini la formation hein, jusqu'à son dernier jour. Donc, moi, si j'ai un conseil à faire, c'est oui, suivez des gens qui vous intéressent. En fonction des D'accord. domaines, en fonction des époques, ces gens pour moi changent. Voilà, donc et des fois ma perception aussi change. Hein, et donc du coup je m'oriente vers d'autres. Voilà, mais donc oui, je suis très autodidacte. Je pense qu'aujourd'hui c'est la formation est très importante et aussi savoir prendre les bonnes informations et faire attention, ne pas boire tout ce qu'on nous dit d'un coup, vérifier par d'autres sources, etc. Toujours très important parce que sinon on peut s'embarquer dans des trucs complètement absurdes, soit des arnaques, soit penser pas du tout comme il faut parce qu'on se fait manipuler en fait. C'est le cas et ce sera le cas de beaucoup de gens dans le futur, de rester dans une courbe où on repasse tout le temps les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes articles et croire dans ce Ouais. domaine-là qu'il y a, il y a, il y a toutes des théories complotistes comme on dit, parce que voilà, on reste dans un truc. Donc toujours faire attention. Voilà, il se passe plein de choses dans la société, il y a plein de lobbying, il y a plein de choses, il faut faire attention, c'est clair, mais c'est pas non plus tout le temps le complot, etc. Il faut toujours bien se documenter pour faire la part des choses. Voilà, le monde n'est pas tout blanc, mais voilà, voilà, faut se documenter, il faut se former, etc. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner. OK, bah, merci encore une fois pour le conseil. On en a eu plein tout au long du podcast. Hem, de manière, non négative, hein, mais on voit que tu es hyperactif. Tu fais plein de choses, tu es partout. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Stéphane pour les 5 prochaines années? Est-ce que tu vas continuer à développer d'autres entreprises? Peut-être en revendre? Peut-être, te dire: «OK, là, maintenant, je vais laisser un petit peu plus de temps». Quel est le je sais pas, quelle est ta vision pour les 5 prochaines années et où est-ce qu'on tu pourrais encore, nous surprendre?
Alors ici, c'est clairement déjà d'arrêter tout ce qui est entrepreneuriat dur. Ça veut dire que moi, je lance des boîtes, je fais tout, hein. Je vais lancer le site, mais je me fais aider, hein, mais je lance le site, je lance le plan Tu crées le marketing, je logo, lance ouais. ouais, tout, les mails, les machins, la vision, les trucs, les produits, donc tout ce que j'ai déjà pu faire et j'ai fait le tour. Voilà, c'est bon, j'ai eu ma dose pour le moment, même si j'ai plein d'expérience et que j'ai envie de rester en contact avec ça parce que j'aime bien me former et voir ce qui se passe. Je vais plus faire tout ce que j'ai fait. Donc les grandes entreprises, bah, mon but dans le futur, c'est évidemment m'en séparer, les revendre et me concentrer sur justement la découverte, donc la formation, me former, toujours me former encore mieux et former les gens avec de la qualité. Comme je le fais ici, je donne des conseils, mais voilà, j'aime bien apprendre aussi. Donc avoir du temps pour me former, parce que jusqu'à mes derniers jours, j'ai envie de me former. Et puis, former les gens, c'est ce qui me plaît le plus, faire des événements. Donc je Mmh. pense que je vais beaucoup me tourner dans un truc, voilà, donc dans le domaine de formation que je fais déjà maintenant sur les crypto-monnaies, le Web3, mais aussi sur l'entrepreneuriat, parce que je vois bien que dans ce domaine aussi, les gens attendent beaucoup de moi, de conseils, et que je peux apporter une plus-value là-dedans. Donc, et pour ça, je resterai en contact dans des investissements plus de sociétés pour voir comment elles fonctionnent, plutôt que faire moi tout seul les choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de stress. Et ça permet aussi de décider de désactiver le bouton, le réactiver. Quand on a plein d'employés, quand on a plein d'objectifs, ben, Mmh. on peut pas faire ça, on peut pas désactiver. Et c'est ça mon grand bah, oui, c'est le grand truc négatif que j'ai coché aujourd'hui, c'est que j'ai trop de responsabilités et je suis le premier gars qui veut pas m'enfermer dans une prison. Et j'ai créé des prisons en créant trop de business avec trop de gens, des bureaux, tout ça. Voilà, pour le moment, j'ai liquidé tous mes bureaux. Voilà, j'essaie de faire plus avec des freelances possibles. Et voilà, mon futur, ce sera justement de plus avoir tout ça à gérer, mais avoir des concepts, un événement par-ci, par-là, quand Génial. je le veux. Euh, voilà, qui est ponctuel et, faire mes vidéos quand je le veux, faire ma formation quand je le veux. Ça, ce sera le Stéphane du futur. Et si je peux surprendre, ce sera vraiment dans l'apport que je peux apporter à la communauté, de découverte que je fais moi-même ou avec des gens. C'est vraiment ça que j'aimerais pour le Mmh. futur. Ah ouais, comme quand on parlait de la zone de génie, c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, toi, dans ta zone de génie, tu as plein de choses et encore dans la zone de génie, tu as encore d'autres choses et pour toi, là, peut-être une de tes plus grosses forces et de tes plus grosses zones de génie dans les autres zones de génie que tu as, c'est de savoir vulgariser, d'apprendre et en fait, tu as une voix où les gens ont envie de t'écouter et ça, c'est fort, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de gens à qui ça arrive et du coup, les gens sont là, se disent: «OK, bah, Stéphane, je l'écoute, je comprends ce qu'il dit, j'analyse, il nous partage de la valeur, bah, gratuite et payante». Donc franchement, c'est incroyable tout ce que tu fais. Effectivement, si c'est ta zone de génie, il faut continuer comme ça. Franchement, vraiment, bravo pour tout le travail que tu fais et tout le contenu. Stéphane, on arrive gentiment à la fin du podcast. On aurait pu encore tenir des heures et des heures sur plein de sujets parce que tu as beaucoup, beaucoup de choses à partager, mais on fera un autre podcast, il n'y a pas de souci. Par contre, on doit te laisser parce qu'on sait que tu as un planning qui est aussi super chargé. Et donc, voilà, on doit te laisser. Quand on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours un mot de la fin à notre invité. Alors, le mot de la fin, ça peut être un mantra, ça peut être un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, ça peut être un sujet qu'on a abordé sur lequel tu voulais repréciser quelque chose, ça peut être tout simplement une information sur ce qui va arriver dans le futur. Voilà, ta carte blanche, ça peut durer 30 secondes comme 10 minutes. C'est toi qui décides ce que tu veux comme mot de la fin. OK, ouais, super. Ben, en tout cas, ce que j'aimerais dire, à la communauté, au public et cetera, qui me regarde et qui m'écoute, c'est que, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans la société qui se sentent plus à leur place, qui se sentent pas spécialement heureux et je pense Ouais. que le bonheur passe par le fait de choisir ce qu'on fait dans sa vie et comme je l'ai dit dans l'émission, c'est que, pour choisir ce qu'on fait dans notre vie, il faut pas, rester sur des rails et pas se poser de questions. Il faut tout le temps, prendre du recul, que ce soit 2 fois par an comme je le fais, pour du grand recul, mais aussi sur sa semaine. Moi, j'analyse ma semaine, comment elle s'est passée, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai été heureux, pas heureux. Donc il faut prendre du recul sur ce qu'on fait pour garder du sens dans la vie, laisser nos plaisirs dans des petites semaines, hein. Donc mettre nos plaisirs, se forcer je sais pas moi, même si on a des enfants ou quoi, aller au resto avec son conjoint en disant voilà, j'ai une babysitter chaque mercredi par exemple, comme je le fais moi-même. Voilà, se forcer, le plaisir, il est possible, il faut juste s'organiser. Et donc voilà, moi, ce que je disais, c'est que organisez-vous, prenez le temps d'avoir une vision sur votre vie, très importante,
Et si vous voulez devenir libre financièrement, parce que c'est le cas aussi de beaucoup de gens, eh bien, c'est clair Ouais, que c'est sûr. il faut se former tout le temps, il faut oser tester des choses. On aura des échecs, j'en ai eu plein, plein, plein dans ma vie, mais on en parle moins, et tant mieux parce qu'on aime bien les réussites. Et voilà, donc c'est pas honteux d'avoir des échecs parce que voilà, finalement, ça construit la réussite. Et donc voilà, pour ceux qui veulent en plus de ça être libre financièrement, en tout cas se donner l'espoir de l'être, eh bien, faites plein de choses, testez, osez. Voilà, ne prenez pas non plus trop de risques, hein. Moi, je prends des risques, mais quand même mesurés. Et, euh, et puis, vous verrez, vous dégagerez beaucoup de bonheur là-dedans. Donc, c'est vraiment ça le mot de la fin que je voulais donner, d'essayer d'aller vers quelque chose qui rende heureux les gens. Et moi, c'est passé par la liberté financière, géographique, et aussi la liberté de faire ce que je veux. Et donc, voilà, finalement, j'ai bien réussi dans ce domaine parce que, justement, j'ai osé et j'ai eu beaucoup, beaucoup de claques. Voilà, faut pas avoir peur d'avoir des claques au début. Voilà, ça nous construit, ça nous fait réussir. Waouh, bah, super mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane, merci pour ton partage, ton savoir et tout ce que tu nous as donné pendant comme valeur pendant cette 1 heure 15 qu'on a partagé ensemble. Bravo encore pour tout ce que tu fais et impatient, bah, de voir le futur, avec toi et à tes côtés et sur tous tes réseaux. On me va mettre en description tous les liens pour, se connecter avec Stéphane, que ça soit sur YouTube, sur Insta, sur partout où il est présent, sur TikTok et bien sûr, vous pouvez aller directement sur le site internet, de Stéphane. On l'a mis plusieurs fois en description, mais on le remettra aussi en description pour pouvoir aller le contacter, voir ses formations et continuer à rester connecté. Merci beaucoup Stéphane. À très vite. Merci Jean. Merci beaucoup.